Ce matin, pendant que vous preniez votre café, pendant que vous regardiez par la fenêtre ce ciel de novembre un peu gris, pendant que vous pensiez peut-être à votre journée, à vos courses, à vos enfants ou à vos petits-enfants, des enquêteurs entraient dans des bureaux bien précis, des bureaux liés à la première force d'opposition de France. Ils cherchaient quelque chose, et d'après ce que nous savons déjà, ils ont de bonnes chances de le trouver. La question qui reste en suspens, la question à laquelle personne ne répond clairement dans les grands médias, c'est celle-ci. Au final, qui va payer ? Et la réponse, je vous la donne maintenant, avant même de commencer. Il y a de fortes chances que vous soyez déjà en train de payer. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous raconter dans les 20 prochaines minutes, ce n'est pas une opinion, c'est une chronologie, ce sont des faits. Et certains de ces faits, les grandes chaînes les mentionnent en passant, entre deux publicités, comme si ça n'avait pas vraiment d'importance. Moi, je pense que ça en a, beaucoup. Commençons par quelque chose de simple, quelque chose que vous connaissez bien. Vous avez travaillé toute votre vie, ou presque. Vous avez payé vos cotisations, votre impôt sur le revenu, votre TVA à chaque passage en caisse, votre taxe foncière, vos charges. Vous avez fait ce qu'on vous demandait de faire. Vous avez joué le jeu. Et peut-être, à un moment donné, vous avez regardé le paysage politique français et vous vous êtes dit « Ces gens-là, au moins, ils nous ressemblent. Ces gens-là, au moins, ils disent ce qu'on pense. Ces gens-là, au moins, ils ne font pas partie du système. » Peut-être que vous avez voté pour eux, peut-être que vous avez simplement envisagé de le faire. Peut-être que vous avez des amis, des voisins, des membres de votre famille qui ont voté pour eux. Et je ne suis pas là pour vous dire que vous aviez tort de chercher une alternative. Je comprends ce désir, sincèrement. Ce désir de trouver quelqu'un qui ne soit pas comme les autres. Ce désir d'honnêteté dans un monde politique qui semble parfois fonctionner dans un entre-soi permanent, loin des vraies préoccupations des Français. Mais voilà, il faut qu'on parle. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une rumeur. Ce n'est pas une attaque politique orchestrée par des adversaires. Ce sont des perquisitions judiciaires. Ce sont des enquêteurs mandatés par la justice française qui entrent dans des locaux, qui saisissent des documents, qui cherchent des preuves. Et quand la justice française en est là, c'est qu'il y a des raisons sérieuses, des raisons documentées, des raisons qui ont convaincu un juge de signer un mandat. Je veux que vous compreniez un mécanisme précis, parce que c'est là que votre argent entre en jeu. Chaque député élu au Parlement européen dispose d'une enveloppe budgétaire pour financer son bureau et rémunérer ses assistants parlementaires. Cette enveloppe ne vient pas de nulle part. Elle est financée par les contributions des États membres de l'Union européenne. Et la France, je vous le rappelle, est l'un des plus grands contributeurs nets au budget européen. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que chaque fois qu'un député européen français touche cette enveloppe, une partie de cet argent vient de la poche des contribuables français. De votre poche. Pas des poches de Bruxelles, pas d'une caisse magique qui pousse toute seule. De vous, de vos impôts, de votre travail. Alors quand on nous dit que des millions d'euros de fonds européens ont peut-être été détournés, quand on parle de collaborateurs fictifs, de gens rémunérés par le Parlement européen, mais qui travaillaient en réalité pour la machine électorale d'un parti politique en France, c'est votre argent dont on parle. Pas une abstraction. Pas une ligne comptable quelque part à Strasbourg. Votre argent. Et je sais que certains d'entre vous vont peut-être se dire « Oui, mais ça, tous les partis le font. » Et c'est là que je dois vous arrêter. Parce que c'est précisément ce qu'on vous a vendu comme argument pendant des années. Tous pareils, tous corrompus, sauf eux, sauf le Rassemblement national, sauf ceux qui se présentaient comme le rempart contre ce système que vous détestiez. Vous voyez le problème ? Vous savez, je pense à quelque chose en vous disant ça. Je pense à ces moments où on fait confiance à quelqu'un, vraiment confiance, et où on découvre ensuite que cette confiance a été utilisée contre nous. Ça fait un effet particulier. Ce n'est pas de la colère ordinaire, c'est quelque chose de plus profond, une sorte de trahison intime. Et je me demande si certains d'entre vous reconnaissent ce sentiment ce soir. Mais avant d'aller plus loin dans cette direction, laissez-moi vous raconter la chronologie. Parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas tombé du ciel. Il y a une histoire derrière. Une histoire qui remonte à plusieurs années. Et cette histoire, nous l'avons reconstituée, document par document, déclaration par déclaration, jugement par jugement. Le Rassemblement national, anciennement Front National, est aujourd'hui la première force d'opposition en France. Aux élections européennes de 2024, le parti a obtenu le plus grand nombre de sièges parmi les partis français au Parlement européen. Jordan Bardella en est le président. Marine Le Pen en est le visage historique, la figure tutélaire, celle qui a transformé le mouvement créé par son père en une force électorale capable de frôler le pouvoir. Le discours de ce parti, depuis des années, repose sur un pilier central. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas comme les élites corrompues. Nous défendons les Français ordinaires contre un système qui les exploite. C'est un discours puissant,
c'est un discours qui résonne. Et c'est précisément ce discours qui rend ce qui se passe aujourd'hui si important à comprendre. Selon les informations publiées par Le Monde et d'autres médias sérieux, les perquisitions qui ont lieu aujourd'hui visent des structures liées au Rassemblement national et à leurs alliés au Parlement européen. L'enquête porte sur des détournements financiers présumés. Les enquêteurs examinent la façon dont ont été utilisées les enveloppes budgétaires allouées aux députés européens pour financer leurs bureaux et leurs assistants. Le terme technique, c'est détournement de fonds publics européens. En langage ordinaire, c'est plus simple. De l'argent public qui aurait été utilisé à des fins privées ou partisanes, au lieu d'être utilisé pour le travail parlementaire auquel il était destiné. L'enquête est en cours. Les montants officiels n'ont pas encore été rendus publics. Mais le fait même que des perquisitions aient lieu, le fait même qu'un juge ait estimé qu'il y avait des éléments suffisants pour ordonner ces perquisitions, c'est déjà un signal extrêmement fort. Et je veux que vous reteniez une chose. En France, on ne perquisitionne pas un parti politique majeur à la légère. On ne le fait pas pour faire du bruit. On le fait quand les preuves accumulées justifient cette démarche. Et maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose d'important, parce que ce n'est pas la première fois. Retenez bien ça, ce n'est pas la première fois. Il y a quelques années, le Parlement européen lui-même avait déjà signalé des irrégularités concernant l'utilisation des fonds d'assistance parlementaire par des députés du Front National, puis du Rassemblement national. La mécanique était relativement simple à comprendre, même si elle était sophistiquée dans son exécution. Des personnes étaient officiellement enregistrées comme assistants parlementaires, rémunérés sur les fonds du Parlement européen, mais leur travail réel n'avait rien à voir avec le travail parlementaire. Elles travaillaient pour le parti, en France. Elles organisaient des meetings, géraient des permanences, préparaient des campagnes électorales. Le Parlement européen payait leur salaire, le parti récupérait leur travail. Et les contribuables européens, dont les contribuables français, finançaient sans le savoir la machine électorale d'un parti politique. Permettez-moi de vous expliquer ça avec une image très concrète. Imaginez que votre employeur vous donne un budget pour payer un assistant qui doit vous aider dans votre travail. Et qu'au lieu de ça, vous prenez cet argent pour payer quelqu'un qui travaille pour votre association personnelle, pour votre club, pour vos affaires privées. Et que vous continuez à présenter des justificatifs comme si tout était normal. C'est exactement la mécanique dont il est question ici, à une échelle beaucoup plus grande, avec des millions d'euros et avec l'argent de tout le monde. Nous avons reconstitué la chronologie. Les premiers signaux d'alerte remontent à plusieurs années. Le Parlement européen avait demandé des remboursements. Des procédures avaient été engagées. Des sommes avaient été réclamées. Et pourtant, la pratique semble avoir continué. C'est ce point précis qui est au cœur de l'enquête actuelle. Pas seulement le fait que ça s'est passé, mais le fait que ça s'est passé encore et encore. Malgré les avertissements, malgré les procédures, malgré les demandes de remboursement. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une maladresse administrative, c'est une décision. Quelqu'un, quelque part, a décidé que ça valait la peine de continuer. Et là, j'entends déjà la question que certains d'entre vous se posent. Qui savait? Est-ce que les dirigeants étaient au courant? Est-ce qu'on peut vraiment diriger un parti pendant des années, gérer ses finances, superviser ses élus et ne pas savoir comment les fonds parlementaires sont utilisés? C'est une question légitime. C'est une question à laquelle les tribunaux devront répondre. Mais c'est aussi une question de bon sens. Quand vous gérez une organisation, grande ou petite, vous savez d'où vient l'argent. Vous savez comment il est dépensé. Ou alors, vous avez décidé de ne pas savoir. Et décider de ne pas savoir, quand on est aux commandes, c'est aussi un choix. Maintenant, je veux vous rappeler quelque chose. Je veux vous rappeler des mots. Des mots prononcés devant des milliers de personnes, filmés, archivés, disponibles sur Internet. Marine Le Pen, lors de nombreux discours. Nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes la voix du peuple contre les élites qui se servent. Jordan Bardella sur les plateaux de télévision. La France mérite des politiques honnêtes, des politiques qui rendent des comptes. Ces mots, je les ai entendus. Vous les avez entendus. Des millions de Français les ont entendus. Et ces mots ont eu un effet. Ils ont convaincu des gens ordinaires, des gens honnêtes, des gens qui cherchaient quelqu'un à qui faire confiance. Alors maintenant, face aux perquisitions, face à l'enquête, face aux millions d'euros qui font l'objet d'une investigation judiciaire, que font-ils? Ils disent que c'est une attaque politique. Ils disent que la justice est instrumentalisée. Ils disent que c'est le système qui cherche à les abattre parce qu'ils font peur. C'est commode, non? Quand tout va bien, on est les champions de l'état de droit, de la transparence, de la lutte contre la corruption. Et quand la justice frappe à votre porte, soudain la justice devient suspecte. Soudain les juges sont des ennemis. Soudain l'état de droit
devient un instrument de persécution. Je vous laisse juger vous-même de la cohérence de cette position. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Quelque chose qui dépasse la question de qui a fait quoi. C'est la question de la stratégie. Parce que ce dont nous parlons, ce n'est pas seulement du vol. Ce n'est pas seulement de l'argent qui disparaît dans des poches. C'est de l'argent public qui aurait été utilisé pour construire un pouvoir politique, pour financer des campagnes, pour payer des militants, pour gagner des élections. Ce qui veut dire que si les faits sont avérés, les victoires électorales du Rassemblement national ont peut-être été partiellement financées par les contribuables européens, à leur insu, contre leur gré, en violation des règles qui sont censées garantir l'équité de la compétition démocratique. Réfléchissez à ce que ça signifie. Réfléchissez à ce que ça dit sur la nature du projet politique en question. Et maintenant, parlons de vous. Parlons de ce que ça change concrètement dans votre vie. Parce que je sais que certains d'entre vous pensent peut-être « Bon, c'est de la politique, ça ne me touche pas directement ». Permettez-moi de vous montrer que si. Premier point, si la justice conclut à des détournements de fonds européens, le parti pourra être condamné à rembourser ces sommes. D'où viendra l'argent du remboursement ? En partie des subventions publiques que l'État français verse aux partis politiques en fonction de leurs résultats électoraux. Et ces subventions publiques, elles viennent du budget de l'État. Et le budget de l'État, vous savez d'où il vient ? Vos impôts, votre TVA, vos cotisations. Vous aurez donc potentiellement payé 2 fois, une première fois via les fonds européens détournés, une deuxième fois via les subventions publiques utilisées pour rembourser ces détournements. C'est le genre de circuit financier qu'on ne vous explique jamais clairement, mais c'est la réalité. Deuxième point, le contexte politique. Nous sommes dans une période de grande instabilité politique en France. Des élections anticipées restent possibles. Le Rassemblement national se présentait comme l'alternative sérieuse, l'alternative responsable, l'alternative capable de gouverner. Ce scénario devient beaucoup plus compliqué à vendre quand le parti est sous perquisition, quand ses dirigeants sont potentiellement mis en cause, quand la crédibilité de l'ensemble de l'appareil est remise en question. Ce qui veut dire que des millions de Français qui cherchaient une alternative politique vont se retrouver, une fois de plus, sans boussole, sans repère clair, dans un paysage politique encore plus fragmenté, encore plus incertain. Et dans ce vide, ce sont souvent les plus vulnérables qui souffrent le plus. Les retraités qui attendent des décisions sur leur pouvoir d'achat, les familles qui attendent des décisions sur le coût de la vie, les travailleurs qui attendent des décisions sur l'emploi. Troisième point, la question de confiance. Et celle-là, elle est peut-être la plus importante. La démocratie fonctionne sur la confiance. La confiance que les citoyens accordent à leurs représentants. La confiance que les représentants méritent par leur comportement. Chaque scandale, chaque affaire, chaque perquisition érode un peu plus cette confiance. Et quand la confiance s'érode dans un parti qui se présentait précisément comme le parti de la confiance retrouvée, le parti de l'honnêteté contre la corruption, les dégâts sont encore plus profonds. Parce que les gens qui avaient cru en eux ne se disent pas simplement « encore un politicien corrompu ». Ils se disent « j'ai été trompé, moi, personnellement. J'ai cru en quelque chose et on m'a menti. Je connais ce sentiment. Et vous le connaissez peut-être aussi. » Ce moment où vous réalisez que quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a fait croire à quelque chose qui n'était pas vrai. Ça ne ressemble à rien d'autre. C'est différent de la déception ordinaire. C'est quelque chose qui touche à l'identité, à l'estime de soi, à la façon dont on se perçoit comme quelqu'un de raisonnable, de lucide, de pas si facilement dupable. Et je pense que c'est exactement ce que beaucoup d'électeurs du Rassemblement national ressentent ce soir. Pas tous. Certains défendent encore. Certains nient. Certains cherchent des explications alternatives. Mais beaucoup, je crois, sont assis quelque part et se posent des questions qu'ils ne voulaient pas se poser. Et c'est là que je veux vous dire quelque chose d'important. Quelque chose qui n'est pas une leçon, pas un jugement, juste une observation. Se poser ces questions, c'est courageux. Remettre en cause quelque chose en quoi on croyait, c'est difficile. Ça demande une honnêteté intellectuelle que beaucoup de gens n'ont pas. Alors si vous êtes en train de vous poser ces questions ce soir, si vous regardez ce qui se passe et vous vous demandez si vous avez été trompé, je veux vous dire, cette interrogation vous honore, elle ne vous diminue pas. Mais il y a aussi une autre question que je veux poser, une question plus large, une question qui dépasse le Rassemblement national. Parce que la vraie question, au fond, n'est pas « est-ce que ce parti particulier est corrompu ?» La vraie question c'est « comment fait-on pour ne plus se faire avoir ?» Comment fait-on pour exercer un choix politique éclairé dans un système où les discours sont sophistiqués, où les images sont travaillées, où les promesses sont calibrées pour toucher exactement ce qu'on ressent? Comment fait-on pour distinguer quelqu'un qui dit la vérité de quelqu'un qui a simplement appris à paraître sincère? Je n'ai pas de réponse simple à cette question, personne ne l'a. Mais je pense que regarder les actes plutôt que les mots est un début. Examiner les finances d'un parti,
pas seulement ses discours, c'est un début. Se demander qui profite vraiment d'une politique, pas seulement ce qu'elle prétend faire, c'est un début. Et refuser l'argument du tous pareil quand il vient précisément de ceux qui ont le plus intérêt à ce qu'on ne fasse pas de distinction, c'est peut-être le début le plus important de tous. Revenons aux faits, parce que l'enquête continue, et il y a des éléments que nous avons pu reconstituer qui méritent votre attention. La question des montants, d'abord. Les chiffres précis ne sont pas encore publics. Mais les enquêtes précédentes, les procédures déjà engagées par le Parlement européen, les demandes de remboursement déjà formulées, donnent une idée de l'échelle. On parle de plusieurs millions d'euros, peut-être de dizaines de millions si on agrège l'ensemble des irrégularités sur plusieurs années, sur plusieurs mandats, sur plusieurs vagues d'élus. Pour mettre ça en perspective, c'est l'équivalent de centaines de postes d'infirmières, c'est l'équivalent de plusieurs centaines de logements sociaux. C'est l'équivalent de milliers de repas servis dans des cantines scolaires. Ce sont des chiffres abstraits jusqu'à ce qu'on les traduise en réalité concrète. Et quand on les traduit, ils ne sont plus abstraits du tout. La question de la durée, ensuite. Ce n'est pas une affaire récente. Les pratiques qui sont aujourd'hui au cœur de l'enquête s'étalent sur plusieurs années. Elles ont traversé plusieurs cycles électoraux. Elles ont survécu à des avertissements, à des procédures, à des demandes de remboursement. Ce n'est pas une erreur ponctuelle. C'est une pratique installée. Et une pratique installée, ça suppose une organisation. Ça suppose des gens qui savent. Ça suppose des décisions prises à un certain niveau. La question des responsabilités, enfin. Et c'est là que je dois être précis, parce que je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit avant que la justice ait dit son mot. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est vous poser une question simple, une question de logique. Quand vous dirigez une organisation, quand vous en êtes le président ou la figure de proue depuis des années, quand vous signez les orientations stratégiques, quand vous supervisez les budgets, quand vous vous présentez comme le garant de la probité de votre mouvement, est-ce que vous pouvez plaider l'ignorance sur la façon dont les fonds sont gérés? Est-ce que ça tient comme argument? Je vous laisse y réfléchir. Honnêtement, pas pour moi, pour vous. Parlons maintenant des prochaines semaines, parce que cette affaire n'est pas terminée. Elle commence, d'une certaine façon. Les perquisitions d'aujourd'hui vont produire des documents. Ces documents vont alimenter l'instruction. L'instruction va produire des mises en examen, des convocations, des auditions. Et à un moment, il y aura un procès. Et ce procès sera public. Et les montants seront nommés. Et les responsabilités seront établies. Ou pas, parce que la justice peut aussi conclure à l'absence de preuves suffisantes. Je ne préjuge pas du résultat. Mais je vous dis que le processus, lui, est en marche. Et qu'il ne s'arrêtera pas. Dans ce contexte, que va faire le Rassemblement national? Probablement ce qu'il a toujours fait dans ce genre de situation. Dénoncer une persécution judiciaire. Mobiliser ses troupes autour de l'idée que la justice est aux mains de ses ennemis politiques. Transformer l'accusation en martyr. C'est une stratégie politique rodée. Elle a fonctionné par le passé. Elle peut fonctionner encore. Mais elle a un coût. Elle demande à ses électeurs de croire que la justice française, dans son ensemble, est corrompue et partiale. Elle demande à ses électeurs de suspendre leur jugement critique. Elle demande en somme encore plus de confiance aveugle. Et là, je pense à vous. À ceux d'entre vous qui ont déjà donné cette confiance. Et qui se demandent peut-être ce soir si elle était bien placée. Il y a une chose que je veux vous dire avant de conclure. Une chose que j'aurais voulu entendre il y a longtemps, dans d'autres contextes, sur d'autres sujets. Se tromper sur quelqu'un, ce n'est pas une honte, c'est humain. C'est même d'une certaine façon la preuve qu'on est capable de faire confiance, qu'on n'est pas cynique jusqu'à la moelle, qu'on croit encore que des gens peuvent être sincères dans leur engagement public. Cette capacité à faire confiance, elle est précieuse. Elle ne mérite pas d'être méprisée. Elle mérite d'être mieux protégée, mieux orientée, vers des gens qui la méritent vraiment. La colère que vous ressentez peut-être en ce moment, si vous la ressentez, cette colère est légitime. Mais je vous demande de faire quelque chose avec elle. Pas de la laisser se transformer en cynisme général, en conviction que tout le monde est pareil, que ça ne vaut pas la peine de s'intéresser à la politique, que de toute façon on ne peut rien changer. Parce que c'est exactement ce que les gens qui vous ont trahi voudraient que vous fassiez. Votre désengagement les arrange, votre colère sans direction les arrange. Ce qui ne les arrange pas, c'est une citoyenneté active, informée, exigeante. C'est des gens qui lisent, qui vérifient, qui comparent, qui posent des questions inconfortables. Nous continuerons à suivre cette affaire. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que les éléments se précisent, que les chiffres sont rendus publics, que les responsabilités sont établies. Parce que c'est ça, l'information. Pas les titres qui passent vite, pas les dépêches noyées dans le flux, mais l'explication patiente, factuelle, respectueuse de votre intelligence. Et je terminerai par une question, une vraie question, pas rhétorique.
Pas une question à laquelle j'ai déjà la réponse et que je vous pose pour vous mener quelque part. Une question que je me pose moi-même et que je vous pose à vous. Dans un pays comme la France, un pays avec cette histoire, cette tradition républicaine, cette fierté de la chose publique, comment en est-on arrivé à un point où des millions de citoyens cherchent leurs représentants politiques parmi ceux qui promettent de brûler le système plutôt que parmi ceux qui proposent de le réparer? Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre démocratie? Et qu'est-ce qu'on est prêt, chacun d'entre nous, à faire pour que la prochaine fois, les promesses d'honnêteté soient tenues par des gens qui méritent vraiment qu'on leur fasse confiance?